mais je connaissais pas très bien le monde francophone, le milieu francophone, collectionneur d'art, amateur d'art, et étonnamment, il y a pas mal de gens qui sont venus en Israël avec des œuvres d'art et qui en achètent, et donc il y a une circulation du marché quand même qui se fait, et c'est vrai que Art Curial m'a permis de m'installer dans le monde de l'art, un peu francophone, mais pas que ça, en Israël. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un homme aux multiples casquettes, aux multiples facettes. Il est homme d'affaires, mais il est aussi et surtout collectionneur d'art contemporain. Voilà, vous en avez peut-être entendu parler. On a vraiment beaucoup de plaisir à accueillir Philippe Cohen, voilà, qui est en Israël depuis 2014. Et on va parler évidemment aujourd'hui de son histoire d'Alia. Philippe Cohen, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors on est ravis parce que c'est vrai que je ne sais pas si on va avoir le temps de faire le tour de tout ce que vous faites, mais vous en avez fait énormément. Et vous avez, on va d'abord commencer par votre décision de faire l'Alia. C'était en 2014. Pourtant, tout vous souriait. Vous aviez un cabinet dentaire qui marchait très bien. Vous faisiez beaucoup de choses. Vous étiez collectionneur d'art. Voilà, vous étiez bien. Vous étiez en phase, mais plus tant que ça. Oui, peut-être sur le plan matériel, j'étais en phase. Je ne vais pas effectivement me plaindre. Je n'ai pas été non plus touché par l'antisémitisme, mais la situation devenait dure à vivre pour moi. Voilà, depuis déjà de nombreuses années. Alors, comment on explique ça ? Ça veut dire quoi concrètement, la situation devenait dure à vivre ? C'était une ambiance, c'était quoi ? Essayons de faire un petit rappel de jeunesse. C'est vrai que quand donc je suis chirurgien dentiste, je n'exerce plus, mais je suis toujours inscrit au Conseil de l'Ordre, donc voilà. Et j'ai fait mes études, pas sûr par passion, c'est devenu une passion, mais au début, j'avais juste des amis qui avaient fini dentaire, qui étaient montés en Israël et qui m'avaient dit c'est vachement bien, il y a beaucoup de boulot, donc alors j'ai dit je vais faire dentaire comme ça, je vais vite faire mon alia jeune. Et puis, bon, voilà, la vie est comme elle est, vous savez, et puis voilà, donc j'ai pas pu partir tôt en Israël, mais c'est resté toujours dans un coin de ma tête. Et par période de 10 ans, voilà, j'ai toujours eu envie de faire le pas. Mais c'est vrai que vite, j'avais compris que matériellement, comme j'avais déjà des enfants, je pouvais pas prendre le risque de faire un départ, ni dans la précipitation. Vous ne vouliez pas galérer, quoi. Non, je voulais pas galérer. Voilà, bon, on vous comprend. Donc, voilà. Après, vous connaissez, je ne vais pas vous répéter ce qui se passe en France depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que la désinformation maladive des médias par rapport aux médias français, l'antisémitisme devenant de plus en plus grave et même dramatique après les incidents qu'on a vécus, me devenait intolérable. Et en fait, je crois que je peux dire que j'ai fait un geste politique. C'est-à-dire, on m'a jamais traité de sale juif. Donc j'ai vécu dans le 16e, dans ce quartier bourgeois. J'ai jamais été touché ni de près ni de loin par l'antisémitisme, mais malgré tout l'amour que j'avais pour la France, la culture française et toute ma proximité que j'ai toujours d'ailleurs, bien sûr, avec les institutions culturelles, les musées français, etc., je me suis dit, il fallait que pour mes enfants, j'ai deux derniers enfants, mes trois premiers sont mariés, installés en France, mais pour les 2 derniers, je voulais leur donner la chance d'une autre vie. Il n'y avait pas d'avenir pour eux, d'après vous ? Je ne sais pas, mais en l'état actuel, au moment où moi j'ai décidé de partir, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, peut-être je retournerai dans 10 ans, mais je pense que ce n'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Donc finalement, comme on dit en hébreu, sauf. Finalement, vous avez fait vos valises. Voilà. Vous êtes venu vous installer en Israël. Et évidemment, quand on prend une décision de ce genre, il y a toujours de belles opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est ce qui vous est arrivé. Oui, alors, en fait, c'est drôle parce que j'ai fait un podcast il y a un petit peu moins d'1 an avec un prof de fac dentaire et qui disait, mais moi mon principe, c'est d'interviewer des dentistes qui ont fait un pivot dans leur vie. Un switch. Il me dit, mais toi, t'en as fait 2. Alors, je lui disais, oui, effectivement, je suis dentiste, donc je n'exerce plus, mais je suis collectionneur d'art depuis très longtemps, depuis 30 ans maintenant. Vous avez combien d'œuvres aujourd'hui dans votre possession ? J'en ai environ 300. Ok. Voilà.
même si j'achète un peu moins maintenant parce que ma passion s'est déplacée vers les montres de collection, mais je collectionne toujours l'art. Alors, de l'art, on va dire, vous aimez beaucoup les installations vidéo, vous aimez les choses un peu particulières, pas vraiment de la peinture d'ailleurs, c'est pas trop votre truc, mais... Non, je suis... voilà, on va pas... Ça, c'est un débat qui pourrait durer plus d'une heure, donc on va éviter le débat de... en tout cas, vous avez une très belle... ou contre la peinture, mais disons que c'est vrai que... Ouais, je suis plutôt un collectionneur d'art conceptuel, on dit même post-conceptuel. J'ai besoin pour aimer une œuvre, non pas de ressentir une beauté, mais plutôt de l'intellect, une pensée derrière. Et c'est ça qui vous attire. Ouais, c'est ça. C'est le sens des œuvres qui m'attire plus que l'esthétique. Mais ça fait partie de la définition actuelle depuis déjà pas mal d'années de l'art, mais tout le monde ne le sait pas. Mmh. Alors justement, à ce moment-là, 2014, vous décidez de monter, on vous fait une proposition. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà, par 2-3 amis, commencé à devenir conseiller en art. C'est-à-dire, j'avais mon cabinet, je travaillais 75% de mon cabinet, et les 25% du temps restant, au lieu d'aller jouer au golf, je l'ai consacré à ma passion. Et ces gens-là m'ont fait confiance, m'ont dit « fais-nous notre collection ». Et tout a démarré comme ça. Donc vous achetiez pour eux, en fait. Oui, en fait, je montais leur collection en accord avec eux, bien sûr. Avec leur goût, etc. Avec les miens, bien entendu, parce que l'idée, c'était de faire passer des messages et des artistes et des œuvres que j'aimais bien, mais c'est surtout eux, à la fin, qui avaient la capacité de dire oui ou non. Et donc, voilà, j'ai un peu commencé à dédoubler mon activité. Et puis, quand je décide de partir, je dis, bon, est-ce que je fais le pas ? Il m'incitait à vendre le cabinet. Et j'ai dit, écoute, si je vends le cabinet, je fais ma nouvelle vie professionnelle, mais d'Israël. Et à ce moment-là, j'ai une chance incroyable parce que j'appelle un de mes bons copains qui est vice-président de la maison de vente Art Curial. Et quand je lui annonce la nouvelle de mon départ, il me dit, viens vite boire un café. Et il me dit, écoute, j'ai l'intention d'ouvrir le bureau d'Art Curial à Tel Aviv. Si tu veux, tu me dis oui, c'est pour toi. Et donc voilà, c'était le cadeau, j'ai pu préparer, je vais dire, assez facilement ma reconversion en arrivant en juin 2015 en Israël au moment de l'Aliyah. Ouais, donc ça c'était vraiment inattendu. C'était inattendu, ouais, c'était quand même une grande sécurité sur plan financier. Il faut dire la vérité que même si je connaissais très bien le monde de l'art en Israël par ses institutions, le musée de Jérusalem, dont j'ai été longtemps président des Amis français, le musée Tel Aviv et d'autres musées moins importants, mais je ne connaissais pas très bien le monde francophone, le milieu francophone, collectionneur d'art, amateur d'art, et étonnamment, il y a pas mal de gens qui sont venus en Israël avec des œuvres d'art et qui en achètent, et donc il y a une circulation du marché quand même qui se fait, et c'est vrai que Art Curial m'a permis de m'installer un peu... Et de connaître un peu le terrain, de prendre la température, de m'installer dans le monde de l'art, un peu francophone, mais pas que ça, en Israël. Alors, vous aviez aussi une connaissance des musées, vous l'avez dit, et on le comprend puisque vous aviez eu la chance d'exposer votre collection dans un musée près de Tel Aviv. Voilà, donc ça, c'était une très belle aventure. Je pense que c'est une de mes plus belles aventures dans l'art contemporain. J'ai eu d'autres aventures, si on a le temps, on en reparlera, par rapport à d'autres passions sur l'art que les gens connaissent peu, en particulier qui tournent autour de ma relation à la culture juive marocaine. Mais on va en parler, mais bien sûr. Mais c'est vrai que... Là, c'est à Petar Tikva, et c'était là, il y avait déjà eu environ 18-20 ans de collection, ce qui est déjà beaucoup. Une collection bien pensée, déjà dense, importante, reconnue en France. Et un conservateur et ami Barak me dit, tiens, et si on montrait ta collection ? Alors, et donc c'était au musée de Petar Tikva. Voilà, j'ai dit, écoutez, ok, j'ai une condition, mais on la montre d'abord en Israël. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Le musée de Petar Tikva m'a ouvert ses portes
grâce à sa directrice qui est une bonne amie. Et ensuite, la collection a circulé 6 mois après à Paris au moment de la FIAC. Et puis, elle a fait un 3e step à Moscou, Ça, c'est fou, dans un très très grand musée à Moscou. Une expérience inoubliable. Ça devait être fabuleux, quoi. C'est fabuleux parce qu'en même temps, ça m'a permis, moi, de faire un point sur ma collection. Le catalogue a été fait avec des chapitrages sur des sujets qui sont intellectuellement hyper importants pour moi. J'ai pu faire tellement de visites guidées que, voilà, que je peux... D'ailleurs, j'en fais toujours à la maison sur la même collection qui s'est un peu agrandie depuis. Bon, alors, comme votre vie a toujours été faite, on va dire, un petit peu d'aller-retour entre vos deux mondes, la dentisterie et l'art contemporain, vous aviez juste avant l'ALIA commencé à créer des cliniques dentaires. Alors, pas beaucoup au début. Et puis, vous avez cédé ça à votre fils et votre fils a développé avec vous. Oui, en fait, c'est plutôt mon fils qui les a créés, voilà, avec un copain à lui qui sortait de la fac. Et je me rappelle très bien de ma première rencontre, c'est qu'ils sortaient de la fac et ils avaient fait un business plan ils avaient trouvé l'idée de monter des centres de santé dentaire intéressants. Et le copain lui a dit, mais ton père est dentiste, allons le consulter. Mais moi, j'étais dans mon cabinet bourgeois, je suis un ancien universitaire, enfin, j'ai passé beaucoup de temps à la fac. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je lui ai dit, mais moi, qu'est-ce qu'ils viennent moi, je ne comprends rien à leur truc. Et puis, je les ai reçus, puis j'ai été séduit. Et j'ai été séduit parce que j'ai vite compris que leur business plan, c'était en termes de santé, d'ailleurs, dans la santé en France, quelque chose d'important. C'était un truc novateur et aujourd'hui, important. Ces deux jeunes... Vous avez aidé quand même pas mal. Ouais. En fait, au début, j'ai aidé pas mal, un peu. Et pas après, mal. plus. Après, on m'a laissé un peu... Ils ont compris qu'il fallait me laisser tranquille pendant mes 2 premières années d'ALIA pour que j'installe mon nouveau métier. Et puis, voilà, il y a 3-4 ans, mon fils me rappelle un peu au secours. Papa, il y a trop de sang, il faut que tu remettes un peu d'ordre dans la direction médicale. On crée une direction médicale, une école de formation, l'Académie Dantego. Oui, et aujourd'hui, voilà, les c'est cliniques s'appellent Dantego aujourd'hui, c'est un super groupe, 80 cliniques, 1500 salariés. Donc vous avez toujours, on peut le dire, en parallèle mené. Voilà, donc je suis ce qu'on appelle en France un praticien non exerçant. Mais voilà, je vais vous dire, en fait, ce qui me tient, c'est comme en art, c'est la curiosité, la passion. C'est de découvrir. Et c'est vrai que depuis 1 an, je me suis lancé pour Dantego dans des sujets d'intelligence artificielle et innovation. Vous continuez à réfléchir pour le voilà, groupe, c'est ça. Je innover. pense que je ne pourrais pas juste me contenter de faire la tournée des centres dentaires. J'aurais craqué depuis bien longtemps. Donc d'ici, vous et heureusement que mes partenaires m'ont fait confiance et je voulais vraiment les en remercier. Voilà, en tout cas, c'est tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Mais bien sûr, à côté de ces activités-là, vous êtes toujours impliqué à fond dans le monde de l'art contemporain. Vous avez des liens avec les musées. Vous faites beaucoup de choses. Vous avez été ambassadeur d'Israël à la FIAC, donc ça, c'est pas rien, c'est quand même énorme. La FIAC m'a demandé depuis 2 ans d'être leur ambassadeur pour les collectionneurs israéliens. Donc, je fais avec beaucoup de plaisir. Et ce qui me permet, donc malgré la forte activité par les cliniques, et surtout depuis le Covid, parce que 1500 salariés à contrôler du point de vue des sanitaires, du vaccin, du pass sanitaire, etc., des éventuels clusters, c'est pas commode, c'est un full-time. Mais je trouve toujours le temps de m'épanouir dans le monde de l'art. Évidemment, je fais un petit peu moins de business à ce moment, mais un peu quand même. Mais surtout, j'ai voulu garder toute la partie réflexion autour de l'art. Donc, j'écris régulièrement dans Tip Top Tel Aviv des articles. Vous faites plein de choses. C'était la libération, la libération, l'ALIA. Ah ouais, non, enfin, je sais pas si c'est la libération, mais vous avez fait des choses que peut-être vous n'auriez pas fait en France. C'est sûr que je peux pas me plaindre de mon ALIA. Oui, ça c'est clair. Comment vous les trouvez, les Israéliens non francophones qui collectionnent ? Ils sont comment ? Il faut les connaître. Il faut les connaître. Il y en a qui sont très bien, d'autres plus renfermés. Ils sont sur un modèle anglo-saxon.
Ok, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, à la limite, vaut mieux pas leur dire que vous êtes d'origine française parce que, mais il y a quand même la French touch quand même qui fait quelque chose. Et les accompagner à Paris, ça ils aiment bien. Donc, étonnamment, j'ai pas beaucoup travaillé en art avec les collectionneurs israéliens, mais un gros niveau sur le design. Grand amateur de mobilier, et il y a du coup en Israël quelques collectionneurs dont évidemment je peux pas. On découvre un monde avec je vous, dois on taire adore. le nom, mais avec des pièces majeures de design français des années 50. Qui sont en Israël. Très important, des pièces extrêmement importantes. Moi, j'aimerais finir par, on va dire, le début. Je vais finir par le début parce que tout a commencé pour vous au Maroc. Vous êtes un juif du Maroc. Ah oui, je suis viscéralement attaché au Maroc. Voilà. Comme tous les Marocains. Mais bien sûr, l'ambassade israélienne du Maroc vient d'ouvrir ses portes. Donc vraiment, on fait le lien et c'est formidable. Non seulement, on a beaucoup parlé d'art contemporain, mais vous collectionnez aussi, on va dire, des objets, alors non pas des objets de culte, bien sûr un peu, mais vous avez des objets très très particuliers, très précieux liés au Maroc. Ça c'est la partie un peu plus intimiste de ma vie de collectionneur, parce que d'abord j'ai pas pu la partager avec beaucoup de gens, parce qu'en elle a commencé il y a 30 ans. Donc à cette époque-là, pas beaucoup de gens dans la communauté s'intéressaient trop à ce que je faisais, ni en art contemporain, ni... Et puis en fait, c'est toujours la même chose. La découverte de l'importance de ce que vous collectionnez alors que vous le faites de manière sensible et affective est souvent vu d'un œil différent, d'un œil d'historien par les directeurs de musées. Et je reçois un jour un appel de la directrice du musée d'art juif, du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, Laurence Sigal, qui me dit « J'entends que vous collectionnez des cartes postales sur les juifs du Maroc, ça m'intéresse ». Alors je lui dis, mais comment vous pouvez vous intéresser à des cartes postales que j'ai payées 1, 2 ou au maximum 5, 10 euros pour les plus rares? Elle me dit, détrompez-vous, vous avez un trésor entre les mains, vous détenez, grâce à ces documents, l'histoire de brassage des cultures au Maroc dans la première partie du XXe siècle. Bon, hyper bien. Du coup, elle ouvre le musée d'art juif avec un hommage au Maroc. Je profite pour offrir cette collection complète de 500 images au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et puis petit à petit, en même temps j'ai développé un goût sur les œuvres. Ça vous a titillé, quoi. Elle s'est dit, mais si c'est intéressant, il doit y avoir quelque chose. C'est des choses que j'adore, mais que j'ai pu partager avec très peu de gens, parce que c'est des petites choses, en fait, qui paraissent pas... Vous savez, aujourd'hui, l'art est perçu... comme quelque chose un petit peu de très social. Les œuvres sont très grandes, très colorful. Là, c'est pas le cas. Ah non, là, c'est des cartes postales, c'est très petit. Souvent, c'était en noir et blanc ou en sépia. Comme pour mes dessins, j'ai collectionné aussi une trentaine de dessins patiemment recueillis et identifiés, ce qui n'a pas été facile, sur un peintre qui s'appelle Alfred de Hodinck et aussi autour d'œuvres d'Eugène Delacroix, connu pour le... Et Alfred de Hodinck est l'artiste français romantique qui a, au milieu du 19e siècle, dépeint le mieux la vie juive au Maroc. Donc j'ai réussi à trouver toutes les scènes... Mais vous êtes tellement éclectique, c'est incroyable. Ben oui. Toutes les scènes des tableaux juifs. Il avait fait une dizaine de tableaux juifs connus et j'ai réussi à trouver à chaque fois 2 ou 3 dessins qui étaient les études du tableau. Bon, la collection est actuellement au musée de Jérusalem, en meilleure main que chez moi. Alors, ce qui est génial avec vous, c'est que c'est pas simplement collectionner pour collectionner ou collectionner pour votre propre plaisir. Vous le partagez, vous le faites savoir, et vous avez créé des liens avec le responsable, on va dire, des musées, le président de la fondation des musées du roi du Maroc. Et ça a été beaucoup plus loin comme collaboration. C'est une chance incroyable pour moi, parce que d'abord, comme beaucoup de Marocains, vous savez qu'on a un attachement très important au roi successif du Maroc. Moi, je sais, mais de mes parents, nous avons
des liens étroits avec les musulmans marocains depuis petit, quoi. Ouais. Et là, l'opportunité, il fait que ce monsieur qui s'appelle Mehdi Kotbi, qui est le président de la Fondation des musées du roi depuis 10 ans, et donc un proche du roi, l'oreille du roi pour les musées marocains, lui dit... depuis qu'on signe les accords de paix, il faut mettre à l'honneur la culture juive marocaine. Voilà. Elle était déjà. Hein. Ouais, mais là, c'est officiel. Mais là, il y a un musée dédicacé à officiel. Fès, ouvert par le roi du Maroc, en construction avec un comité de pilotage. Et là, on me demande de voir comment je peux intervenir d'Israël. Et donc, partager les collections. Ouais, en fait, j'ai un peu tout de suite compris qu'il fallait mélanger le problème de la culture, les liens entre les musées et les relations diplomatiques. C'est normal, là, on est au début d'une liaison. Et donc là, je prévois un voyage début janvier avec des représentants du musée de Jérusalem, du musée national d'Israël, musée de Tel Aviv, et puis le musée d'Yaakov Agam. Voilà, donc voilà, et on va travailler en synergie pour... Alors le plus important, c'est que normalement, on est tombé d'accord pour que la collection Judaïka Maroc du musée d'Israël soit exposée à l'ouverture du musée sur le judaïsme marocain à Fès. Et ça, c'est le big event. C'est quand même magnifique, j'imagine que voilà, pour vous, donc, c'est une grande fierté. Toujours de la passion autour du business de l'art. Enfin, c'est ça qui me tient, en fait. Ouais, c'est très beau. En tout cas, ça fait plaisir de voir que voilà, vous avez longuement hésité à venir, à faire le pas en vous disant mais comment je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire. Puis finalement, arriver en Israël, c'est votre passion qui a pris le devant de la scène, en fait. C'est beau, je trouve. Ah ouais, c'est grâce à ça que vous vivez, c'est magnifique. Voilà, je me réveille avec du bonheur tous les jours. Ouais. Et vous êtes bien sûr, vous avez choisi votre ville d'intégration qui est Herzliya. Vous êtes bien là-bas ? Je suis très bien là-bas parce que évidemment, je fais pas partie de ces Français qui veulent à tout prix s'enraciner dans la vie israélienne. C'est trop difficile. Vous acceptez le fait que j'accepte. Vous n'êtes pas. Voilà, je fréquente des Israéliens dans mon monde artistique, culturel, des musées, et puis mes amis sont des francophones. Et c'est pas grave. Et c'est très bien comme ça, et je suis fier de ça. Eh bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on était fiers de vous recevoir. Franchement, on espère que tous vos projets avec le Maroc vont Merci, ça c'est mon projet, c'est mon objectif 2022. J'ai rien d'autre en tête. Voilà, on souhaite que ça aidera. Qui sait, qui regardera l'émission, on verra. Peut-être que vous aurez un petit coup de pouce. En tout cas, bravo pour votre investissement ici. Bravo pour avoir fait le choix d'Israël. Et puis, j'espère que les nouvelles seront bonnes pour vous. Pour la merci suite. de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.